Donc tout à fait au début, dans mon introduction, je disais que dans l'opinion commune, dans notre représentation de la réanimation, et parfois aussi même dans le discours des soignants, la réanimation est présentée comme un lieu inapproprié pour bien mourir, avec des guillemets. Et donc je voudrais maintenant vous montrer ce qui est fait, ce qui est important aux yeux des uns et des autres pour que le décès en réanimation se passe bien, et ce qu'on pourrait appeler donc l'humanisation de la fin de vie dans un contexte hypertechnique. Donc la question du sens est vraiment au cœur de l'expérience de tous, sans doute des mourants, même si on ne peut pas les questionner là-dessus, en tout cas de leurs proches et des soignants, ça c'est sûr. Et du sens que l'on va donner aux techniques qui sont employées va dépendre l'expérience du patient, on le pense, c'est une hypothèse, mais en tout cas va dépendre l'expérience des soignants et des familles, ça c'est sûr, et ils le disent. Et du sens qu'on va donner à ces techniques va dépendre aussi tout le déroulement de la fin de vie. Donc il y a évidemment certains cas extrêmes, mais qu'on nous rapporte régulièrement dans nos études, où les choses ne se passent pas bien, où c'est vrai que la réanimation et les techniques mises en place sont vécues comme de véritables violences, comme de véritables contraintes, et vont entraîner des expériences extrêmement douloureuses pour les proches, mais aussi pour les soignants parfois. Et dans ces situations, la relation entre les professionnels et les familles est souvent rompue, ce qui va entraîner des relations plutôt impersonnelles, assez froides, et vraiment on est là à l'inverse d'un processus d'humanisation des soins. Donc ça peut arriver, mais je ne vais pas me focaliser sur ces situations. Donc pour que les choses se passent plutôt bien, il faut d'abord que les familles comprennent ce qui se passe, c'est pas évident, qu'ils comprennent la gravité de l'état du patient. Donc le fait d'être préparé est fondamental et de comprendre le plus vite possible que le pronostic vital du patient est engagé. Parce que cette compréhension va leur permettre de construire un peu plus tard le sens du décès du patient. Et c'est vrai qu'en réanimation, la question du pronostic est abordée assez tôt avec les familles. Pour avoir observé beaucoup d'entretiens avec les familles, les médecins vont dire des choses assez simples, par exemple, mais non, vraiment, votre proche a toutes ses chances, on y croit, ou au contraire, on est vraiment très pessimiste, on est très inquiet sur le devenir de votre proche. Et cette première manière d'envisager le futur va avoir un impact énorme sur les proches qui vont développer des attentes vis-à-vis de la réanimation, vis-à-vis des techniques aussi employées en réanimation, et qui vont développer des attentes vis-à-vis de l'évolution du patient et de sa probabilité de survie. C'est très important. Tant que les traitements mis en place semblent légitimes aux soignants, les interactions avec les familles vont beaucoup se focaliser sur l'état du patient, comment il réagit au traitement, aux techniques, etc. Mais quand on entre dans une phase où on a l'impression que le patient n'évolue plus, eh bien là, comme je le disais tout à l'heure, les soignants vont davantage parler de la personne qu'est ce patient, de ce qu'il aurait souhaité ou non, etc. Donc il y a une sorte de ce que j'appelle une mise en vie du patient dans les situations de fin de vie qui est assez intéressante. Donc la fin de vie va changer les interactions, va changer les points de vue et va laisser une place importante justement au processus d'humanisation. Et donc ce processus est très important parce qu'il permet aux différents acteurs de négocier, de se mettre d'accord sur le sens qu'ils donnent à la prise en charge et aux techniques employées et in fine en fait à la fin de vie elle-même. Jane Seymour, j'en ai parlé tout à l'heure, est donc une sociologue anglaise qui a aussi été infirmière en réanimation. Et elle montre que les équipes apprennent à éviter la déshumanisation, parce qu'il y a un risque en réanimation de vraiment déshumaniser le patient, puisqu'on s'occupe de ce corps, qu'il est envahi de techniques, de machines, de tubes. Il y a un risque fort qui est là. Et donc les équipes se concentrent beaucoup sur les familles et apprennent à écouter les familles et à respecter leurs besoins. Et donc, elle met en avant le concept d'intégrité qui est vraiment important et qui se décline de 3 différentes manières, d'après Seymour. Voilà, elle dit qu'il y a 3 choses importantes. Le maintien de l'intégrité d'un ordre naturel, donc l'intégrité de la mort. Le maintien de l'intégrité du patient sujet, donc là c'est l'intégrité de la personne mourante. Et le maintien de la relation de confiance avec les soignants, donc l'intégrité des soignants. Et donc elle montre que c'est un effort collectif
des proches et des soignants, donc on ne se repose pas uniquement sur les soignants, les proches ont un rôle à jouer, et c'est ensemble qu'ils vont permettre le maintien de l'intégrité dans toutes ces différentes déclinaisons. Et Seymour montre que l'expérience des proches, leur perception aussi de l'intégrité, est façonnée par les attentes, et surtout parce que les soignants leur ont dit des attentes possibles, c'est ce que je disais tout à l'heure. Elle montre que si l'attente est déçue, si par exemple au début de l'hospitalisation, les soignants pensaient que le patient allait s'en sortir et que finalement il y a un changement dans son parcours et il ne s'en sort pas et qu'il décède, eh bien ça va être extrêmement violent pour les familles, puisque tout perd du sens. La maladie n'a plus de sens, on pensait qu'il allait s'en sortir, qu'il pouvait guérir, les techniques n'ont plus de sens parce qu'elle pensait que les techniques allaient permettre la guérison du patient, puis la fin de vie n'a plus de sens parce qu'on pensait vraiment qu'il allait s'en sortir. Et elle montre qu'au contraire, si les choses se déroulent comme on en avait discuté au départ, si l'attente est satisfaite, avec des guillemets bien entendu, si le patient décède comme prévu finalement, eh bien, même si cette expérience est bien sûr extrêmement douloureuse, eh bien, elle est vécue de manière beaucoup plus sereine par la famille parce qu'elle a l'impression que tout ce processus est empreint d'humanité puisque tout cela a du sens, elles étaient préparées, elles savaient que le patient allait mourir, que ces techniques ne servaient plus à rien et donc la fin de vie a un sens. Donc la technique peut jouer un rôle fondamental puisque le sens qu'on va donner à la technique va impacter sur le sens qu'on donne à la fin de vie. Ça va aussi impacter, je le vois en ce moment dans une autre étude, sur la manière de vivre son deuil. Donc l'attitude des soignants, la manière de façonner les attentes des familles, tout cela joue un rôle très important et va permettre aussi de négocier le sens des techniques maintenues ou retirées. Et donc, en fonction de ces attitudes et de ces attentes, une même technique, vous l'avez compris, peut prendre un sens très différent. Et c'est Slomka qui l'a montré. Il montre par exemple qu'une réanimation cardio-respiratoire, donc le fait de masser le patient, peut être vécue comme un dernier espoir ou au contraire comme une agression sur une personne en fin de vie. De même, le respirateur peut être perçu comme un outil pour prolonger la vie du patient ou au contraire comme un outil pour prolonger sa mort. Donc on peut avoir des interprétations et des vécus extrêmement différents en fonction du sens qu'on donne à la technique. Et donc c'est ensemble, et c'est vraiment ensemble, que la famille et les soignants doivent construire le sens de la procédure et des techniques, un sens qui doit être cohérent et partagé par tous les acteurs de la situation. Et c'est vraiment ce sens partagé qui est au cœur, je crois, de l'humanisation de la prise en charge de la fin de vie en réanimation. Et ce sens partagé est très important parce qu'il permet que tout le monde tombe d'accord finalement sur la décision de limiter ou d'arrêter les thérapeutiques. Et cet accord-là est ce qui permet une reconnaissance collective des limites des techniques médicales. Et ça, c'est important que tout le monde soit en phase sur les limites des techniques employées. On pourrait pousser un petit peu et dire que cet accord est thérapeutique pour les survivants, pour tout le monde, que ce soit les soignants ou les familles. Et donc la réconciliation des points de vue, s'il y a eu des accords, parfois permet vraiment de rendre le processus plus serein, plus humain, alors que quand il n'y a pas réconciliation de point de vue, en cas de conflit, eh bien tout ça va être vécu de manière beaucoup plus violente et il peut y avoir beaucoup de regrets par la suite. Et c'est en analysant le vécu des acteurs et le sens qu'ils donnent aux différentes techniques qu'on se rend compte, comme Timmermans, qui est un sociologue américain, que loin de systématiquement produire une mauvaise mort, eh bien, les techniques médicales, qui sont aussi très invasives, peuvent être le garant au contraire d'une bonne mort. Et il montre, Timmermans, que les techniques de ressuscitation, par exemple, deviennent un moyen d'assurer une mort digne et une séparation humaine entre les proches et le patient qui est en fin de vie. Donc il montre trois choses. Il montre que ces techniques permettent tout d'abord d'éviter un événement très brutal
est violent. Quand le patient par exemple fait un arrêt cardiaque, il peut mourir là tout de suite, mais les techniques de ressuscitation donnent en fait du temps aux proches qui ont le temps donc de se préparer à l'idée qu'il va sans doute mourir et de partager leur vécu avec d'autres membres de la famille ou avec les soignants ou d'autres personnes. Deuxième élément, ces techniques permettent de donner aux acteurs un sentiment de contrôle sur l'inévitabilité de la fin de vie. Et enfin, elles permettent aux acteurs de n'avoir aucun regret. Et ça, c'est important. On entend souvent, autant dans la bouche des soignants que des familles, tout a été fait, ce n'est plus entre nos mains, vraiment, on n'a aucun regret à avoir. Donc, dans un contexte de conscience ouverte, comme dirait Strauss, quand chacun a eu la possibilité de s'exprimer, parce que ça ne peut avoir lieu que si on donne la parole aux familles et qu'on s'exprime avec elles, qu'on descend un petit peu de son piédestal aussi de médecin et qu'on accepte de partager les vécus avec elles, eh bien, dans ce contexte de conscience ouverte, quand tout le monde arrive à discuter et à tomber d'accord sur un sens partagé des techniques et de la décision de fin de vie, eh bien, c'est un moyen vraiment d'humaniser la mort dans un contexte extrêmement technique et empreint de violence symbolique. Donc la technique a du pouvoir, dit Timmermans, mais ce pouvoir est dilué dans toutes les interactions qui vont avoir lieu entre les différents protagonistes autour de cette technique et entre eux-mêmes et la technique, c'est important. Donc une même technique, vous l'avez compris, dans un contexte peut permettre un décès serein et dans un autre contexte peut permettre une mort perçue comme violente ou inhumaine.